Pierre Gauvreau, est-ce qu'il y a une similitude entre peindre des tableaux et peindre des personnages? Il y en a probablement une, oui. Moi, je ne perçois pas ça comme deux activités tout à fait différentes, fondamentalement. Je pense que les personnages doivent avoir une certaine épaisseur, un certain volume, une certaine dimension, si on veut qu'ils nous servent bien en tant qu'auteur. Moi, je suis surtout guidé par mes personnages dans l'écriture des textes du temps d'une paix. C'est-à-dire que je pense que les personnages sont assez bien construits et qu'il suffit de leur soumettre une situation pour qu'ils se mettent à réagir, à vivre. Vous dites que vous êtes guidé par vos personnages, ça suppose donc que les personnages ont une sorte d'autonomie par rapport à vous, qui êtes le créateur de ces personnages, qui les avez mis au monde et qui continuez de les faire vivre. Ben, je pense que je suis le médium par lequel ces personnages-là s'incarnent, parce que ce sont des personnages de fiction. Mais la fiction, ça veut dire quoi au juste? C'est une réalité subjective, en fait. C'est une sorte de documentaire subjectif. Et les personnages, finalement, s'imposent à moi parce que sans doute ils correspondent, ou ils incarnent, ou ils font la synthèse de réalités que je connais, ou que j'ai vécues, ou qu'on a tous vécues collectivement. Oui. Quand un écrivain qui invente des personnages veut retrouver ces personnages, il doit se relire, donc il s'abreuve encore à son imagination pour les voir, ces personnages. Vous, vos personnages vivent en dehors de vous dans la mesure où ils sont incarnés et que vous pouvez les voir à la télévision. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de différent, vous croyez? Qu'est-ce que ça fait de différent pour vous qui devez continuer d'écrire sur eux après? Ben moi, je continue d'écrire, pas parce que je dois, parce que c'est une chose que je dois faire et qui vient de l'extérieur. C'est pas une pression de l'extérieur, quoi qu'il y en a une, mais je continue d'écrire parce que je pense que j'ai pas tout dit, ou que mes personnages n'ont pas tout dit, ce qu'ils avaient à dire. Oui, vous dites qu'il y a une pression de l'extérieur. Quelle influence le très grand succès de Code d'écoute a eu sur votre écriture? Mais j'espère que, en dehors du fait que c'est un grand bonheur pour moi qui ait ce succès-là, j'espère que ça n'a pas d'influence directe sur mon écriture. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'à partir du moment où on sait qu'on a atteint des millions, il y a eu des cotes qui sont allés jusqu'à 2 millions, ce qui est énorme dans une société comme la nôtre, qui est quand même une petite société, ça représente un succès incroyable. Est-ce que, quand vous écrivez, vous ne tenez pas compte quand même de ça, du fait que vous êtes capable, dans une certaine écriture, de rejoindre ces gens-là? C'est-à-dire que je dois en tenir compte et ça m'apporte une certaine certitude que ça rejoint un très grand nombre de personnes, mais parmi les 2 millions de personnes de qui dois-je prendre l'opinion? En fait, c'est impossible à discerner. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, mes intuitions se vérifient, elles sont vraies, les gens aiment les personnages. À partir de là, je suis, à mon avis, encore plus seul face aux personnages. Parce que là, il y a des expectatives chez les spectateurs. Des expectatives qui, peut-être, chez certains, sont précises. Ils voudraient que tel personnage fasse telle chose, que telle situation se réalise dans la vie des personnages. Et ils voudraient peut-être aussi les protéger contre la mort, contre la maladie, contre, je sais pas, la perte d'emploi. Oui, vous parlez de solitude, je suis encore plus seule. Est-ce que, je sais que vous n'êtes pas un personnage, vous n'aimez pas être un personnage public, que vous pourriez l'être, on pourrait vous voir constamment à la télévision et vous pourriez faire des déclarations constamment parce qu'on veut savoir. On s'intéresse toujours aux auteurs des romans ou des téléromans à succès. Est-ce que vous pensez que le fait de vous mettre en retrait, ça justement, ça empêche certaines pressions auxquelles vous pourriez être soumis et qui ne correspondraient pas nécessairement à ce que vous voulez faire dans C'est-à-dire, moi, je pense que le plus grand service qu'on puisse se rendre et rendre aux autres, c'est d'être aussi authentiquement sincère qu'on peut l'être. Par conséquent, on peut pas, on voudrait bien faire plaisir aux gens, mais si d'autre part on donne aux gens ce qu'ils voudraient voir, on détruit la fiction dans un sens, parce que ce qu'on fait devient prévisible.
Et les gens cessent de se passionner pour les choses qui doivent venir à l'avance. Oui. Ces valeurs qui sont dans votre téléroman jusqu'à maintenant, qui sont les valeurs d'un Québec dépassé, puisque le Québec est maintenant un Québec presque totalement industrialisé, urbanisé. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'entraîner les gens dans une espèce de nostalgie un peu, enfin, qui va contre la réalité de maintenant? Ben, il y a peut-être un danger parce qu'il y a eu plusieurs téléromans qui nous ramenaient à la terre. Ben oui, mais moi d'abord, je tiens à souligner que, parce qu'on l'a dit au début, c'est l'étiquette qui vient normalement dès qu'on fait une chose qui se passe il y a 10 ans, on dit voilà une chose rétro. Moi, je ne crois pas que le temps d'une paix soit rétro. Parce que le rétro, ça s'applique à un retour vers le passé, un retour sentimental vers le passé au niveau de certains aspects superficiels, le costume, l'ambiance de vie, le style, etc. Et ça correspond généralement à une espèce de crise de création dans le présent. Mais je ne pense pas que non plus que les attitudes fondamentales des personnages dans le temps d'une paix soient du passé. Je pense que même si on est très industrialisé, on a beaucoup de traits de notre comportement qui sont ruraux encore. On adore, on peut difficilement bouger sans faire des tables de concertation. C'est la table familiale de la cuisine. On est pris entre une volonté d'autonomie, de fonctionnement sans aucune règle, qui est typiquement rurale, et en même temps, je veux dire, une volonté de rationalisation qui serait urbaine. Il y a beaucoup de contradictions et de difficultés d'être chez les Québécois, qui, à mon avis, proviennent du fait qu'il y a des traits ruraux qui sont encore persistants. Oui. On dit, et ça on dit qu'en général, la popularité, et on le voit, la popularité, ça n'a pas de rapport nécessairement avec la qualité, et à certains moments, au contraire, plus c'est populaire, moins il y a de qualité. Vous avez réussi justement à présenter quelque chose de qualité, tout le monde s'entend là-dessus, et il y a cette énorme popularité. Comment vous expliquez ça? Ben moi, je ne peux pas l'expliquer. Non, c'est pas à moi de faire de toute façon. Non, mais enfin, vous le vivez quand même. Oui, mais je suis très heureux que ça arrive, mais je veux dire, je ne peux pas décider que ça va continuer. On ne sait pas ce qui arrive quand une chose tout à coup réussit à ce point-là. Et il n'y a pas de recette. Et quand on s'imagine qu'il y en a une et qu'on commence à cultiver la recette, c'est là que ça dégringole. Oui. C'est là que ça dégringole? Oui, je pense. Est-ce qu'à certains moments, vous avez peur d'une possibilité de dégringolade, de manquer, je ne sais pas moi, de goût ou d'imagination ou de... Mais j'ai toutes ces peurs-là tout le temps. Tout le temps. Et puis, d'autant plus que j'écris pas facilement. Alors, ça demande beaucoup d'énergie. Une des raisons pour lesquelles je m'isole, c'est pour protéger mon énergie. C'est pas tellement parce que je veux pas voir les gens. C'est parce que quand on voit les gens, si on leur donne pas une partie de soi, je veux dire, c'est pas la peine de les voir, vaut mieux ne pas les voir. Est-ce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas voir du tout? Je pense aux comédiens qui jouent vos personnages. Non. Non? Non. Non. Moi, je n'ai pas un esprit systématique et je ne crois pas dans les absolus. Des fois, vaut mieux, en tout cas, vaut mieux ne pas voir les comédiens, d'autres, il faut les voir. Une chose certaine, c'est que comme j'écris les textes de la saison suivante, je ne vais pas en répétition pendant la saison parce que ce sont les textes de l'année précédente. Et moi, je relis jamais ce que j'écris. Tout à l'heure, vous avez dit, bon, quand on continue, il faut se relire. Moi, je ne relis pas ce que j'ai écrit. Vous parlez justement de l'an prochain. Je sais que l'an prochain, ça va, et tout le monde le sait d'ailleurs, ça va se passer durant la crise. Enfin, il faut préciser maintenant que c'est la crise de 1929. Oui, c'est-à-dire que la prochaine saison va se passer en 1928. C'est à l'automne de 1928. C'est avant la crise. Ah bon, toute l'année va se passer avant la crise? Oui, oui, oui. Dans la période de prospérité, ça portera sur la prospérité, sur l'abondance.
Est-ce qu'il y a des personnages qui vont disparaître? Est-ce qu'il y a des personnages qui meurent en cours de route? Pas cette année, non. Non. Pas l'année prochaine. Non, non, pas l'année prochaine. Ah oui, vous êtes... Oui, 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 excusez-moi. oui. Non, non, il n'y a personne qui va mourir. Est-ce que c'est difficile pour un auteur de faire mourir ses personnages? Il y a des auteurs, dit-on, qui ne sont pas capables de les faire mourir. Moi, je trouverais pas ça difficile, non. Non. Alors pourquoi ne meurent-ils pas? Mais parce que... S'il y en a qui sont en âge de mourir. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à la fin de leur vie. Ah bon? Oui. C'est un pouvoir extraordinaire, ça. Oui, mais c'est pas tellement moi qui en décide. Ça vient d'eux. Ça vient de leur capacité de vivre, de se développer, de continuer à se développer. Par exemple, Mémère Bouchard, elle approche les 100 ans, mais elle a encore une capacité de vivre, de s'émerveiller, de prendre soin d'elle-même, de faire son ouvrage. Je la vois pas mourir, à moins de faire un accident bête, simplement pour faire une mort, pour faire un rebondissement dramatique. Mais il n'y a pas tellement de rebondissements dramatiques spectaculaires dans Le Temps d'une paix. C'est pas, à mon avis, en tout cas, c'est pas un soap, vous savez, oui. c'est pas un mélodrame. Les personnages sont toujours confrontés avec des situations plus ou moins exécrables, de manière à les faire souffrir ou les maltraiter. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières à aborder cette période-là? Parce que là, on change carrément. Il y en a certainement une au niveau de la production. On peut écrire n'importe quoi, on peut mettre 3 avions de l'époque dans les airs, mais il n'y a pas beaucoup d'accessoires, il n'y a pas beaucoup non plus d'architecture de cette époque-là. Vous savez, ça pose vraiment des problèmes, à moins d'avoir des budgets énormes, de transformer des rues. Par exemple, la série porte sur l'urbanisation, mais on ne voit jamais Québec, par exemple, sauf de l'intérieur des appartements. Mais ça, c'est pour des raisons de budget. Quand Gilles Carle a fait Les Ploufs, il y avait un budget pour transformer les rues, mais nous, on n'a pas ça. C'est un budget de téléroman ou un peu plus parce qu'il y a des extérieurs et des costumes d'époque. On disait au début que le fait d'être peintre, ça vous apportait quelque chose dans la façon de voir les personnages. Je suppose que le fait d'avoir été réalisateur de télévision aussi, c'est un grand avantage. Ben, je crois que c'est plus comme un réalisateur de télévision que j'écris, parce que je ne me définis pas comme un auteur, c'est-à-dire je ne me définis pas comme un écrivain. Vous savez, je ne suis pas un écrivain qui fait de la télévision. Je suis un réalisateur de télévision qui fait des scénarios, qui en l'occurrence sont réalisés par un autre réalisateur de télévision, mais c'est une écriture pour la télévision. Je ne suis pas un auteur, un scénariste frustré qui écrit une chose qui devrait être faite en long-métrage et qui finalement se résigne à la faire pour des petits budgets de la télévision. Pierre Gauvreau, je vous remercie. Je vous en prie.